Je me tenais dans l'obscurité d'une cabine d'essayage d'une boutique de haute couture quand j'ai entendu ma femme rire à l'idée de me remplacer, pas de divorcer, pas de se séparer, mais de me remplacer. Les mots traversaient la fine cloison comme de la fumée, après demain soir, tout sera transféré. Il ne comprendra même pas ce qu'il signe. Une autre voix, masculine et clinique, a répondu, le bilan cognitif le justifiera. Une fois les documents signés, le contrôle bascule immédiatement. Puis, de nouveau la voix de ma femme. 30 ans de mariage résonnaient dans cette voix. 30 ans de crédits immobiliers partagés, d'enterrement, de remise de diplôme, de tranquilles dimanche matin. Il ne s'en doutera pas une seconde, a-t-elle dit doucement. Il a une confiance aveugle en moi. Et dans ce petit espace sombre, entouré de l'odeur de parfum et de satin repassé, j'ai réalisé une chose que je n'avais jamais envisagée en 3 décennies d'amour pour elle, la confiance peut être transformée en arme. La fête d'anniversaire devait être simple. 30 ans de mariage, 200 invités, nos enfants prenant le train et l'avion pour nous rejoindre depuis l'autre bout de la France et de l'étranger, un quatuor à cordes dans le jardin, du champagne grand cru de Reims, des discours sur l'endurance. La loyauté et la construction de quelque chose qui dure. J'avais conduit jusqu'à la boutique Lemaire cet après-midi-là pour récupérer la robe d'Éléonore, une somptueuse robe bleu marine qu'elle avait choisie avec la fierté minutieuse d'une femme qui se souciait encore de la façon dont son mari la regardait. Le soleil était chaud. Je me souviens avoir pensé à la chance que j'avais que nous soyons allés si loin ensemble. La boutique Lemaire était installée en ville depuis 40 ans. Sophie, la propriétaire, avait elle-même fait les retouches de la robe d'Éléonore. Quand je suis entré, l'endroit était calme, à l'exception du faible bourdonnement des néons et de la légère odeur de tissu repassé à la vapeur. « Philippe » a dit Sophie, la voix plus faible que d'habitude. « Vous êtes en avance. » Je m'étais dit que j'allais lui faire la surprise, m'assurer que tout était parfait. Elle n'a pas souri. Au lieu de cela, elle a contourné le comptoir, m'a pris par le coude, sans brusquerie mais fermement, et a murmuré « Venez avec moi, tout de suite. » J'ai ri, pensant qu'Éléonore était peut-être là et que Sophie voulait organiser une sorte de révélation ludique. Mais Sophie ne riait pas. Elle m'a guidé au-delà des portants de soie et de dentelle et a poussé la porte d'une grande cabine d'essayage. « Restez ici » a-t-elle chuchoté. « Ne dites pas un mot. Faites-moi confiance. » Sophie, de quoi s'agit-il? Elle secouait déjà la tête en s'éloignant. Vous devez entendre cela par vous-même. La porte s'est fermée. La lumière s'est éteinte. Je suis resté là, entouré de miroirs et de tissus, me sentant un peu ridicule et légèrement agacé. Puis j'ai entendu la clochette au-dessus de la porte de la boutique. La voix d'Éléonore a suivi. Claire, familière, chaleureuse. « Est-ce qu'elle est prête » a-t-elle demandé. « Oui » a répondu Sophie d'un ton un peu trop enjoué. Au fond, près de l'espace essayage. Des pas se sont approchés. Une autre série de pas a suivi. Une voix d'homme, une que je reconnaissais vaguement d'un récent dîner. Le docteur Marc Delorme, un neurologue. Éléonore avait insisté pour que je le consulte après ce qu'elle avait appelé ce « petit épisode » il y a 6 mois. Ce n'avait été rien de plus qu'un bref étourdissement lors d'un conseil d'administration. Le stress, avait dit le médecin des urgences, de la déshydratation. Mais Éléonore avait fait pression pour des suivis, des tests de mémoire, des évaluations. Vous comprenez, disait maintenant le docteur Delorme de son ton professionnel, qu'une fois le bilan cognitif officiellement déposé, nous pourrons avancer sur le plan légal. Mon cœur a commencé à battre la chamade. Éléonore a expiré lentement. Je sais. C'est juste que j'ai besoin que ce soit fait proprement. Et la modification du mandat de protection future, a-t-il demandé. C'est rédigé. Il le signera demain soir. Je lui dirai que c'est juste une planification de précaution, après la fête, quand il sera détendu. Une troisième voix s'est jointe à eux, plus jeune, mielleuse. J'ai déjà préparé les documents de transfert, a-t-il dit. Une fois que le contrôle basculera, nous pourrons restructurer les actifs avant même qu'ils ne réalisent ce qui se passe. Je connaissais cette voix. Thomas Mercier, conseiller financier, 15 ans de moins que moi, un diplômé d'HEC qui nous avait été présenté l'année dernière comme quelqu'un capable de moderniser le groupe Lemaître. Le rire d'Éléonore a traversé la cloison. Il ne s'en rendra pas compte. Il pense toujours qu'il s'agit de simplifier les choses.
Et pour le placement en résidence médicalisée, a demandé Thomas. Il y a eu une pause. J'ai senti ma poitrine se serrer. Nous n'en aurons pas besoin immédiatement, a dit Éléonore prudemment. Mais une fois que l'évaluation l'aura étiqueté comme déficient, ce sera plus facile. Progressif, respectable. Les enfants comprendront si les médecins le recommandent. La pièce a semblé s'incliner. Déficient. Résidence médicalisée. Le contrôle bascule. 30 ans de mariage résonnaient à mes oreilles. Je ne fais pas ça pour le blesser, a dit Éléonore doucement. Il décline. Il oublie des choses. Il se perd dans ses pensées. Le conseil d'administration l'a remarqué. C'est pourquoi cela doit être rapide, a répondu le docteur Delorme. Pour la protection de tous. Pour la protection de tous. J'ai pressé mon dos contre le mur de cette cabine d'essayage et j'ai senti quelque chose se briser en moi. Oui, j'avais égaré mes clés de voiture 2 fois le mois dernier. Oui, j'avais relu un paragraphe dans un rapport parce que mon esprit vagabondait. Mais je dirigeais toujours une entreprise de 200 employés. Je négociais toujours des contrats. Je me souvenais toujours du jour où Éléonore avait descendu l'allée de l'église dans une robe en soie crème qui accrochait la lumière. Il ne s'en doutera pas une seconde. Ces mots me sont revenus comme une gifle. Et puis, le coup de grâce. La voix de Thomas a baissé d'un ton. Après-demain, vous n'aurez plus besoin de faire semblant. Éléonore n'a pas répondu immédiatement. Quand elle l'a fait, sa voix était plus douce que je ne l'avais jamais entendue. Je suis fatiguée de faire semblant, a-t-elle dit. Des pas ont bougé, du tissu a bruissé. J'ai entendu la fermeture éclair de sa robe. Je veux juste la paix, a-t-elle ajouté. La paix par le remplacement, par l'effacement. Ils ont parlé encore quelques minutes des délais, des signatures, de la meilleure façon de présenter les choses à nos enfants. Je me tenais là, dans l'obscurité, mon reflet multiplié à l'infini dans les miroirs derrière moi. Chaque reflet posant la même question. Depuis combien de temps? Depuis combien de temps cela se préparait-il pendant que je croyais que nous organisions une célébration? La clochette au-dessus de la porte de la boutique a de nouveau retenti lorsqu'ils sont partis. Le silence est revenu. Un instant plus tard, la porte de la cabine d'essayage s'est ouverte et la lumière a inondé la pièce. Sophie se tenait là, les yeux humides. Je suis désolée, a-t-elle murmuré. Je suis sortie lentement, les jambes chancelantes. Depuis combien de temps le savez-vous, ai-je demandé. Elle a dégluti. Je les ai surpris par hasard la semaine dernière. Ils sont venus ensemble. Je ne voulais pas y croire. Moi non plus. J'ai regardé la housse suspendue au portant. La robe d'anniversaire d'Éléonore. Parfaitement repassée. Prête pour une célébration. A-t-elle dit quelque chose à propos de moi, ai-je demandé. Sophie a hésité. Elle a dit, il a une confiance aveugle en moi. J'ai laissé échapper un souffle qui semblait venir du plus profond de ma poitrine. 30 ans, 2 enfants, une vie commune construite à partir de rien. Et demain soir, devant tous ceux que nous aimons, elle avait l'intention de prendre discrètement le contrôle de tout ce pour quoi j'avais travaillé, et peut-être même de mon autonomie par la même occasion. J'ai pris la housse. Merci, ai-je dit à Sophie, bien que je ne sois pas sûr de ce pourquoi je la remerciais. En sortant dans le soleil de la fin d'après-midi, le monde avait exactement la même apparence. Les voitures passaient. Des gens riaient sur le trottoir. Quelque part, quelqu'un tondait une pelouse. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose de fondamental avait changé. Demain soir n'allait pas être un anniversaire. Ça allait être une exécution. Et si Éléonore voulait une représentation, j'allais lui en donner une. J'ai conduit jusqu'à la maison avec la robe d'Éléonore accrochée sur le siège arrière comme une pièce à conviction. La lumière de fin d'après-midi filtrait à travers le pare-brise, chaude et faussement douce. Pendant quelques kilomètres, j'ai serré le volant si fort que mes jointures ont blanchi. Puis, quelque chose de plus froid s'est installé en moi. Pas de la panique, pas de la rage. Du calcul. Si je passais la porte d'entrée et la confrontais, elle nierait tout. Le docteur Delorme produirait un jargon clinique. Thomas présenterait cela comme une planification prudente, et je deviendrais le vieil homme instable. Non,
j'en avais entendu assez pour savoir que cela exigerait de la patience. Au moment où j'ai tourné dans notre allée, j'avais composé sur mon visage une expression neutre, presque fatiguée, rien de plus. La maison se dressait là où elle s'était toujours dressée, surplombant le lac d'Annecy que nous avions choisi ensemble il y a 30 ans, quand nous étions assez jeunes pour croire que nous vivrions éternellement. Éléonore adorait cette vue, disait que l'eau l'apaisait. Quand je suis entré, je pouvais entendre de la musique venant de la cuisine. Ella Fitzgerald, la préférée d'Éléonore. Elle se tenait près de l'îlot central, passant en revue une pile de marque-place pour le dîner d'anniversaire. « Tu es rentré tôt », a-t-elle dit, souriant sans lever les yeux. Je voulais m'assurer que la robe était prête. Elle s'est retournée à ce moment-là, repoussant une mèche de cheveux méchés d'argent de son visage. Elle avait vieilli magnifiquement, avec grâce. Le genre de femme qui attirait toujours l'attention dans une pièce sans avoir à élever la voix. « Est-elle parfaite » a-t-elle demandé. « Elle est parfaite. » Je l'ai observée attentivement, cherchant une lueur de culpabilité, une hésitation. Il n'y en a eu aucune. Elle a traversé la pièce et a embrassé ma joue. Ses lèvres étaient chaudes, familières. « On y est arrivé, Philippe » a-t-elle dit doucement. 30 ans. 30 ans. Je sais, ai-je répondu. Elle est retournée à ses marque-places. J'ai ajouté le docteur Delorme à la liste des invités. Il a fait tellement pour nous cette année. Bien sûr qu'il l'avait fait. C'est une attention délicate, ai-je dit d'une voix égale. Elle m'a alors étudié, inclinant légèrement la tête. Tu te sens bien? La question aurait autrefois semblé bienveillante. Maintenant, elle sonnait comme un diagnostic. Je vais bien, ai-je dit. Tu avais l'air distrait ce matin. Je pensais juste à demain. Elle a hoché la tête, satisfaite. Je suis monté dans mon bureau et j'ai fermé la porte. 30 ans de confiance. Les mots résonnaient dans mon esprit. Nous nous étions rencontrés à Lyon en 1993. J'avais 28 ans, je cumulais 2 emplois tout en essayant de monter une société de conseil en informatique depuis mon appartement. Elle travaillait dans le marketing pour une agence régionale. Nous nous étions rencontrés lors d'un dîner chez des amis communs. Elle avait ri de quelque chose que j'avais dit sur les disquettes, et je me souviens avoir pensé que je n'avais jamais eu autant envie d'impressionner quelqu'un. Nous nous étions mariés 2 ans plus tard dans une petite église. Pas d'orchestre, pas de traiteur de luxe, juste des chaises pliantes et des fleurs empruntées. Nous avions construit le groupe Le Maître ensemble. Elle gérait les relations clients. Je construisais l'infrastructure. Nous avions survécu à l'éclatement de la bulle Internet. Nous avions refinancé notre maison pendant la récession. Nous avions payé les études supérieures de nos 2 enfants sans faire de prêt. Quand notre fils s'était cassé le bras à 9 ans, Éléonore avait dormi sur une chaise d'hôpital pendant 3 nuits d'affilée. Quand mon père est mort, elle m'a serré dans ses bras pendant que je pleurais dans la cuisine comme un enfant. Il y avait eu des disputes. Bien sûr qu'il y en avait eu. L'argent, l'éducation des enfants, mes longues heures de travail, sa frustration face à mon entêtement. Mais la trahison. Cela n'était jamais entré dans l'équation. Il y a 6 mois, lors d'une réunion trimestrielle du conseil d'administration, je m'étais arrêté au milieu d'une phrase en examinant des prévisions. Les chiffres s'étaient brouillés pendant un instant. J'avais la tête qui tournait. J'avais terminé la présentation. Plus tard dans la soirée, j'avais dit à Éléonore que je m'étais senti étourdi. Elle avait insisté pour m'emmener aux urgences. Les médecins n'avaient rien trouvé d'alarmant. Le stress, avait-il dit. Mais Éléonore avait insisté. Elle avait pris rendez-vous avec le docteur Marc Delorme. C'est l'un des meilleurs neurologues de la région, avait-elle dit. C'est juste par précaution. La précaution s'était transformée en évaluation cognitive, en test de mémoire, en scanners cérébraux. Tu as oublié où tu as mis ton téléphone la semaine dernière, m'avait-elle rappelé gentiment. Tu as appelé notre voisin par le mauvais prénom. J'en avais ri. Maintenant, en repassant le film, le schéma semblait différent. Le récit s'était formé discrètement. Philippe décline. Philippe a besoin de supervision. Philippe devrait envisager de déléguer ses responsabilités. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à examiner les registres de l'entreprise des 6 derniers mois. Thomas Mercier avait été présenté il y a 9 mois lors d'un gala de charité.
38 ans, un profil lisse, diplômé d'HEC. Il était spécialisé dans la transmission de patrimoine et la restructuration d'actifs pour les fondateurs vieillissants. Il m'avait flatté. Vous avez construit quelque chose de remarquable, monsieur le maître. Cela mérite de vous survivre. Me survivre. Il s'était progressivement immiscé dans les discussions financières, avait proposé des structures de holding au Luxembourg pour l'optimisation fiscale, avait recommandé des mises à jour des statuts. Éléonore avait soutenu chaque suggestion. Tu ne veux pas être un fardeau pour les enfants, avait-elle dit. Simplifie les choses. Mon curseur a survolé le brouillon de modification de la holding que Thomas avait envoyé par email le mois dernier. À l'époque, je l'avais survolé. Maintenant, je lisais chaque ligne. Enfouie dans le jargon juridique se trouvait une clause autorisant le transfert temporaire du contrôle opérationnel en cas de déficience cognitive documentée. Et qui documenterait cette déficience? Le docteur Delorme. Mon estomac s'est noué. On a frappé doucement à la porte, interrompant mes pensées. Éléonore est entrée dans le bureau sans attendre la permission. Tu es là-dedans depuis un moment, a-t-elle dit d'un ton léger. Tout va bien? Je me suis tourné lentement sur ma chaise. Je vérifie juste quelques chiffres. Elle a marché derrière moi et a posé ses mains sur mes épaules. Tu n'as plus besoin de tout porter tout seul, a-t-elle dit. Tu en as fait assez. Le ton était apaisant, rassurant, et soudain étouffant. Je ne suis pas encore mort, ai-je répondu en forçant un sourire. Elle a ri, mais s'était retardée d'une demi-seconde. Bien sûr que non, a-t-elle dit. Ne sois pas dramatique. Dramatique? L'étais-je, ou voyais-je enfin clair? Elle a serré mes épaules une fois de plus avant de quitter la pièce. Quand la porte s'est refermée, j'ai expiré lentement. J'ai repassé la conversation de la boutique dans mon esprit. Après demain soir, tout sera transféré. Il ne comprendra même pas ce qu'il signe. Le placement en résidence médicalisée. Une vie doucement gérée et poussée dans un coin. Pas par la violence. Par la paperasse. Par l'inquiétude. Par l'amour. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'ai sorti un petit carnet en cuir que je n'avais pas utilisé depuis des années. Sur la première page, j'ai écrit « Que pense-t-il que je ne vois pas ?» En dessous, j'ai listé des noms. Marc Delorme, Thomas Mercier, modification des statuts, bilan cognitif, restructuration offshore. Puis j'ai écrit autre chose, trouver des preuves. Parce que l'instinct ne suffisait pas. L'émotion ne suffisait pas. Si je voulais survivre à ce qui s'en venait, j'avais besoin de preuves. 30 ans de confiance avaient construit ma vie. Mais demain soir, cette confiance allait être mise à l'épreuve. Et si Éléonore croyait que je m'éteignais, elle allait découvrir à quel point elle se trompait. Le lendemain matin de l'épisode de la boutique, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire dans mon propre mariage. J'ai engagé quelqu'un pour suivre ma femme. La décision s'est prise sans drame, sans faire les 100 pas, sans boire de whisky à l'aube, juste avec lucidité. Si Éléonore montait un dossier pour m'effacer, j'allais en monter un pour me protéger. J'ai conduit jusqu'à la ville voisine, dans un parc d'activités tertiaires qui ressemblait à tous les autres parcs d'activités de France. Des bâtiments bas, des haies taillées, un drapeau qui grinçait au vent. Le nom sur l'annuaire indiquait « Robert Clavel, service d'investigation ». Robert avait passé 22 ans à la Direction générale de la sécurité intérieure, DGSI, avant de prendre une retraite anticipée. Nous nous étions rencontrés une fois lors d'une levée de fonds pour une œuvre caritative. Il m'avait fait l'effet du genre d'homme qui repère les sorties de secours avant de s'asseoir. Quand je suis entré dans son bureau, il s'est levé pour me serrer la main. La soixantaine, les cheveux argentés coupés en brosse, des yeux qui évaluaient avant de réagir. « Monsieur le maître, a-t-il dit, je ne m'attendais pas à vous voir ici. »« Je ne m'attendais pas à y être, ai-je répondu. » Il a attendu. « J'ai besoin de discrétion, ai-je dit. Et de rapidité. » Il a fermé les stores avant même que je n'ai terminé la phrase suivante. Je lui ai tout raconté. La cabine d'essayage, les voix, les mots, bilan cognitif, procuration, résidence médicalisée. Il ne m'a pas interrompu. Quand j'ai eu fini, il s'est adossé lentement à sa chaise. « Avez-vous des preuves ?» a-t-il demandé. « Pas encore. » « Alors nous allons les rassembler. »
Il m'a expliqué le processus calmement, méthodiquement. Métadonnées téléphoniques, traçabilité financière, surveillance, vérification des antécédents. Les gens qui planifient quelque chose d'aussi structuré laissent des traces, a-t-il dit. Ils pensent toujours être plus discrets qu'ils ne le sont. Pouvez-vous agir vite? À quelle vitesse en avez-vous besoin? La fête d'anniversaire est demain soir. Son sourcil s'est légèrement levé. Alors on commence tout de suite. Dans l'après-midi, Robert avait affecté 2 associés à l'affaire. L'un se concentrait sur les communications d'Éléonore. L'autre a commencé à examiner les dépôts de documents d'entreprise liés à Thomas Mercier. Je suis rentré chez moi et je me suis comporté exactement comme je le faisais depuis 30 ans. J'ai posé des questions sur le traiteur. J'ai goûté le vin. J'ai confirmé le plan de table. Mais à l'intérieur, quelque chose de tranchant avait remplacé le rythme paisible de la vie conjugale. Ce soir-là, Éléonore m'a suggéré de revoir quelques documents, avant que la journée de demain ne devienne trop mouvementée. Nous étions assis à l'îlot de la cuisine, sous la lueur chaude des suspensions. Elle a fait glisser une fine chemise cartonnée vers moi. C'est juste de la paperasse administrative, a-t-elle dit. Thomas pense que nous devrions rationaliser les structures de pouvoir au cas où il se passerait quelque chose. Je l'ai ouverte lentement. Modification du mandat de protection future, transfert de l'autorité opérationnelle, certification cognitive conditionnelle. Le jargon était dense, mais le résultat était simple. Si le docteur Delorme documentait une déficience cognitive, même temporaire, Éléonore obtiendrait le contrôle immédiat de toutes les opérations de l'entreprise et l'autorité financière discrétionnaire. Mon nom resterait sur le papier. Mon influence, non. Tu as été soumis à tellement de stress, a-t-elle poursuivi doucement. Cela te protège. Protège. C'est très attentionné, ai-je dit d'une voix neutre. Je sais que c'est difficile pour toi de parler de vieillir, a-t-elle ajouté. Mais nous devons être réalistes. Réalistes? Je n'ai rien signé. J'aimerais que mon avocat jette un œil à ça, ai-je dit. Une lueur a traversé son visage. Brève, rapide. Bien sûr, a-t-elle répondu un peu trop vite. Je pensais juste que ce serait plus simple avant la fête. Plus simple pour qui? Cette nuit-là, je me suis allongé à côté d'elle dans le lit, écoutant le rythme régulier de sa respiration. 30 ans de sommeil partagé, et je ne m'étais jamais senti aussi seul. À midi le lendemain, Robert a appelé. J'ai quelque chose, a-t-il dit. Je suis sorti pour prendre l'appel. Thomas Mercier a créé une SARL il y a 3 mois, a poursuivi Robert. Holding Horizon Bleu. Ça ne veut rien dire en soi. Si, quand votre modification de statut mentionne Horizon Bleu comme véhicule de restructuration. Le silence s'est étiré entre nous. Qui est répertorié comme associé gérant, ai-je demandé. Le lac scintillait devant moi. Des enfants faisaient du vélo sur le trottoir d'en face. La vie normale continuait. Éléonore Lemaître et Thomas Mercier. Quoi d'autre? Le docteur Delorme a reçu des honoraires de consultant de la part d'Horizon Bleu il y a 2 semaines. 50 000 €. L'air a quitté mes poumons lentement. Des honoraires pourquoi? Robert a fait une pause. Service de documentation médicale. Voilà. Le prix de ma déficience. J'ai besoin de tout ça par écrit, ai-je dit. Vous l'aurez. Et Robert? Oui, monsieur. Creusez davantage sur Mercier. Il est resté silencieux un instant. C'est déjà en cours. À 16 h, Robert m'a envoyé un rapport préliminaire par email. Thomas Mercier avait précédemment travaillé pour un cabinet de conseil financier ayant fait l'objet d'une enquête pour irrégularité boursière. Aucune charge n'avait été retenue, mais le schéma était là. Réallocation agressive d'actifs, mouvement de fonds à l'étranger, opacité vis-à-vis des clients. Horizon Bleu avait un compte au Luxembourg, avec 2 signataires autorisés, Éléonore Lemaître, Thomas Mercier. J'ai imprimé les documents et les ai enfermés dans mon bureau. Puis je suis descendu pour aider à arranger les fleurs. Les invités allaient commencer à arriver dans moins de 24 heures. Éléonore se tenait dans le salon, dirigeant l'équipe du traiteur. Elle était radieuse, confiante, calme. Je l'ai étudiée depuis l'autre bout de la pièce. Était-ce de la peur, de l'avidité, du désespoir,
Ou toute autre chose? Elle m'a surpris en train de la regarder. Quoi? A-t-elle demandé d'un ton léger. Je pensais juste à la chance que j'ai, ai-je répondu. Elle a souri. Si tu continues à dire ça, les gens vont penser que tu deviens sentimental sur tes vieux jours. Mes vieux jours. J'ai souri en retour. Si elle croyait que je m'éteignais, elle allait bientôt être témoin de la version la plus concentrée de moi qu'elle ait jamais connue. Ce soir-là, Robert a envoyé une dernière mise à jour avant la fête. Nous avons les preuves des transferts d'actifs prévus ce soir à 21h32, a-t-il dit au téléphone. C'est pendant le toast, ai-je répondu doucement. Oui. Par autorisation électronique. Vous n'aurez qu'à signer physiquement le document de modification. Le reste se déclenchera automatiquement. Une fois que je serai déclaré déficient. Oui. Et si vous refusez, alors ils essaieront de faire passer ce refus pour une preuve de votre instabilité. L'élégance de la manœuvre était presque impressionnante. Vous serez là demain, ai-je demandé. Dans la foule, a dit Robert. Avec tout le dossier. J'ai raccroché et je suis resté seul dans mon bureau. Sur le bureau reposaient 30 ans de photographie, le jour de notre mariage, la naissance de nos enfants, les vacances en famille, les fêtes de fin d'année de l'entreprise. Avait-elle planifié cela depuis des mois? Ou cela avait-il grandi lentement à partir de la peur? Peur de perdre le contrôle, peur de me voir vieillir, peur de la vulnérabilité? Je ne savais pas. Mais je savais une chose avec certitude, la soirée de demain ne se terminerait pas comme elle l'espérait. Si elle avait l'intention de m'effacer discrètement, j'allais forcer la vérité à éclater au grand jour. Le matin de la fête d'anniversaire s'est levé, radieux et faussement paisible. La lumière du soleil se déversait sur le lac, transformant l'eau en verre brisé. La maison sentait les hortensias fraîchement coupées et les petits fours du traiteur qui chauffaient dans des plateaux en acier inoxydable. De l'extérieur, rien ne laissait présager un effondrement. À l'intérieur, je ne m'étais jamais senti aussi alerte. Éléonore était déjà vêtue d'un peignoir en soie quand je suis descendu. Ses cheveux étaient attachés négligemment. Son maquillage à moitié terminé, sa robe d'anniversaire suspendue dans une housse près de l'escalier comme un complice silencieux. « Tu es debout tôt » a-t-elle dit en me regardant à travers le miroir du couloir. Je n'arrivais pas à dormir, ai-je répondu. Le trac? Peut-être. Elle a souri. Ce n'est qu'une fête, Philippe. Juste une fête. J'ai versé du café et je l'ai regardé évoluer dans la cuisine avec l'autorité naturelle qu'elle avait toujours eue. Pendant 30 ans, j'avais admiré cette force. Je m'étais appuyé dessus. Maintenant, je l'étudiais. À 9h15, mon téléphone a vibré. Un seul message de Robert, tous les documents sont sécurisés. Transfert électronique programmé à 21h32. Le docteur Delorme a confirmé sa présence. Mercier est arrivé en ville hier soir. J'ai immédiatement effacé le message. Tout est sous contrôle, a demandé Éléonore d'un ton désinvolte. Toujours, ai-je dit. En début d'après-midi, le jardin s'était transformé. Des tables recouvertes de nappes blanches s'étiraient sur la pelouse. Des lanternes étaient suspendues aux chênes. Une scène avait été montée près de l'eau pour les discours. Le personnel se déplaçait efficacement entre la maison et la tente du bar. Notre fille, Claire, est arrivée la première. Elle est sortie de sa voiture de location et a couru vers Éléonore les bras grands ouverts. 30 ans, a-t-elle ri. Vous êtes indestructibles tous les deux. Indestructibles. Je l'ai serrée fort dans mes bras. Elle sentait le même shampoing à la lavande qu'elle utilisait à l'université. Tu as l'air fatigué, papa, a-t-elle dit doucement quand Éléonore s'est détournée. Grosse semaine. Tu es sûr que ça va? J'ai plongé mon regard dans le sien. Je vais bien. Je n'allais pas entraîner nos enfants dans mes soupçons sans preuve. Pas encore. À 16h, les invités ont commencé à arriver par vagues. Des collègues du groupe Le Maître, d'anciens voisins, des amis, des investisseurs. Chaque poignée de main semblait surréaliste. 30 ans, Philippe. C'est rare de nos jours. Vous avez construit quelque chose de remarquable. Votre mariage est un exemple. Un exemple. Éléonore évoluait dans la foule comme un diplomate chevronné. Son rire résonnait naturellement. Si la culpabilité existait,
Elle ne portait aucun masque visible. À 18h, le docteur Marc Delorme est arrivé. Il s'est approché avec une chaleur mesurée. « Philippe » a-t-il dit en me serrant fermement la main. « Vous avez l'air en pleine forme. »« Je me sens plus fort chaque jour », ai-je répondu d'une voix égale. Il a soutenu mon regard un instant de trop. « Bien », a-t-il dit. « C'est une bonne chose. » Thomas Mercier a suivi peu de temps après. Costume bleu marine, sourire ultra brit, parfaitement maître de lui. « Monsieur le maître », a-t-il dit d'une voix suave. « Quelle étape marquante !» En effet, ai-je répondu. Ses yeux ont brièvement cherché Éléonore de l'autre côté de la pelouse. Un regard est passé entre eux, subtil, efficace. Robert se tenait près de la tente du bar, se fondant dans un groupe d'invités qui discutaient de golf. Il ne m'a fait aucun signe. Aucun n'était nécessaire. Tout était en place. À la tombée de la nuit, le quatuor à cordes a commencé à jouer doucement. Les bougies vacillaient sur la pelouse. L'atmosphère est devenue chaleureuse et propice à la réflexion. Le dîner s'est terminé vers 20h45. À 21h, Éléonore m'a serré la main. « Il est temps pour ton discours », a-t-elle murmuré. Mon discours. Je me suis levé lentement et je suis monté sur la petite scène près du lac. Le microphone bourdonnait faiblement pendant que je l'ajustais. 200 visages se sont tournés vers moi. Pendant un instant, je n'ai rien vu d'autre que des décennies. Des anniversaires, des lancements d'entreprises, des vacances, des disputes résolues dans des cuisines silencieuses. Je me suis raclé la gorge. Il y a 30 ans, ai-je commencé, Éléonore et moi nous tenions dans une petite église de Lyon avec des chaises pliantes et des fleurs empruntées. Un léger rire a parcouru l'assemblée. Nous n'avions aucune idée de ce que nous construisions. Une entreprise, une famille, une vie. J'ai jeté un coup d'œil à Éléonore. Elle souriait, les yeux brillants. Pendant 30 ans, j'ai cru en une chose par-dessus tout. J'ai fait une pause délibérée. La confiance. Le mot est resté suspendu en l'air. La confiance est ce qui permet à deux personnes de construire quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. C'est ce qui permet à une entreprise de croître, à une famille de s'épanouir. Les invités ont hoché la tête. J'ai continué calmement. Mais la confiance exige de la clarté. Le sourire d'Éléonore a vacillé de façon presque imperceptible. Et ce soir, avant que nous levions nos verres, il y a quelques documents que j'aimerais clarifier. Un murmure a traversé la foule. Je suis descendu de l'estrade et j'ai fait un geste vers le grand écran qui avait été installé pour un diaporama de photos de famille. Robert, le premier, s'il vous plaît, ai-je dit d'un ton désinvolte. L'écran s'est allumé. Au lieu des photos de mariage, un document numérisé est apparu. Holding Horizon Bleu, statut de création. Quelques invités se sont penchés en avant. Il y a 3 mois, ai-je dit d'une voix neutre, ma femme et notre conseiller financier ont créé une nouvelle société holding, Horizon Bleu. Thomas s'est subtilement raidi sur sa chaise. La main d'Éléonore s'est resserrée autour de sa coupe de champagne. Cette société a été structurée pour recevoir le contrôle du groupe Lemaître au moment où la documentation attestant de ma déficience cognitive serait validée. Des hoquets de stupeur se sont propagés sur la pelouse. Éléonore s'est levée brusquement. Philippe, c'est inapproprié. J'ai levé la main doucement. Laisse-moi terminer. Un autre document est apparu. Facture d'honoraires, Dr Marc Delorme, 50 000 €. La foule a plongé dans le silence. Un paiement, ai-je poursuivi, pour des services de documentation médicale. Le visage du docteur Delorme a perdu toutes ses couleurs. Vous déformez les faits, a-t-il commencé. Je présente des registres, ai-je répondu calmement. La diapositive suivante a affiché une correspondance par email entre Thomas et Éléonore, discutant de l'heure du transfert électronique, programmé à 21h32. L'horodatage brillait sur l'écran, 21h32. Il était 21h27. J'ai regardé Éléonore droit dans les yeux. Voudrais-tu nous expliquer pourquoi le contrôle de mon entreprise doit être transféré dans 5 minutes? Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti. Thomas s'est avancé. C'est une planification successorale standard, a-t-il dit sèchement. Vous êtes confus. Le suis-je, ai-je demandé doucement. La dernière diapositive est apparue.
Le formulaire de préadmission en résidence médicalisée. Mon nom tapé proprement en haut. Le silence a englouti la pelouse. Claire a couvert sa bouche. Notre fils, Mathieu, est resté figé près du chêne. La voix d'Éléonore s'est brisée. Tu oubliais des choses, a-t-elle dit désespérément. Tu m'as fait peur. Peur au point de m'effacer, ai-je demandé. L'horloge sur l'écran a affiché 21h31. J'ai tiré un document plié de ma veste. Ceci, ai-je dit en le brandissant, est une ordonnance de référé déposée cet après-midi. Le transfert est gelé. 21h32. Rien ne s'est passé. Thomas a jeté un coup d'œil à son téléphone. Son assurance s'est fracturée. Le docteur Delorme a reculé d'un pas. Éléonore m'a regardé, non pas avec colère, mais avec quelque chose de plus proche du choc. Tu as engagé quelqu'un, a-t-elle murmuré. Oui, ai-je dit. Pour la première fois de la soirée, ma voix a tremblé, non pas de faiblesse, mais sous le poids de 30 ans qui s'effondraient d'un coup. Tu leur as dit que je ne m'en douterais pas une seconde. J'ai laissé le silence s'étirer. Mais je m'en suis douté. Le quatuor à cordes avait cessé de jouer. Le lac derrière nous était d'un calme plat. Je ne signerai rien ce soir, ai-je dit doucement. Et je ne serai placé nulle part contre ma volonté. Je me suis retourné vers la foule. Je suis désolé que vous ayez eu à assister à cela, mais la clarté est importante. Puis, je suis descendu de l'estrade. Éléonore est restée immobile dans sa robe bleu marine, entourée de 200 invités stupéfaits. 30 ans d'images brisées en moins de 10 minutes. Et pour la première fois depuis des mois, je me sentais complètement réveillé. Pendant quelques secondes après que je sois descendu de scène, personne n'a bougé. Le seul son était le doux clapotis de l'eau contre le ponton. Puis, les murmures ont commencé. Bah d'abord, incrédule, des chaises raclant la pierre, des verres tintant alors que les gens s'agitaient. Éléonore se tenait parfaitement immobile sous la lumière des lanternes. Sa robe bleu marine scintillait doucement sous la brise. Et pendant un instant étrange et désorientant, elle ressemblait exactement à la femme que j'avais épousée, posée, élégante, inébranlable. Mais ses yeux étaient différents. Ni doux, ni constants. Calculateur. Philippe, a-t-elle dit prudemment, la voix contrôlée. Tu as mal compris ce que c'était. Vraiment, ai-je demandé doucement. Thomas s'est avancé le premier. Il s'était remis plus vite qu'elle. C'est une affaire de famille privée, a-t-il annoncé à la foule. Il n'y a aucune raison d'envenimer la situation devant tout le monde. Envenimer, ai-je répété calmement. Vous avez programmé un transfert d'actifs à 21h32. Quelques invités ont regardé leur montre par réflexe. La mâchoire de Thomas s'est crispée. Vous êtes en train de prouver le bien fondé de nos inquiétudes en ce moment même. La tactique était presque admirable. Me faire passer pour instable, impulsif, paranoïaque. Le docteur Delorme s'est raclé la gorge et s'est approché avec une compassion étudiée. Philippe, le stress cognitif peut fausser la perception, a-t-il commencé gentiment. Nous n'avons recommandé qu'une planification de précaution. Avez-vous également recommandé un accord de préadmission en résidence médicalisée, ai-je demandé. Des exclamations ont de nouveau parcouru l'assemblée. L'assurance du docteur Delorme s'est fissurée. Ce document était exploratoire. Il a été signé, ai-je dit. Par vous. Silence à nouveau. Claire s'est avancée vers sa mère. Maman, est-ce que c'est vrai, a-t-elle demandé, la voix tremblante. Le regard d'Éléonore a glissé vers sa fille. J'essayais de le protéger, a-t-elle dit. Vous l'avez tous vu. Les oublis, la distraction. Mathieu s'est avancé à son tour. Papa dirige toujours l'entreprise, a-t-il dit sèchement. Il a conclu un accord de 12 millions le mois dernier. Thomas est intervenu rapidement. La déficience à haut niveau de fonctionnement est courante. Ça suffit, ai-je dit fermement. Je suis retourné vers la scène et j'ai repris le micro, non pas parce que j'avais besoin d'être amplifié, mais parce que cela imposait le silence. Je ne suis pas déficient, ai-je dit d'une voix égale. Mais même si je l'étais, cette décision n'appartiendrait pas à une société écran secrète. Mes yeux ont parcouru lentement la foule. J'ai construit le groupe Le Maître sur une table pliante dans notre premier appartement.
Éléonore était à mes côtés à chaque étape. J'ai fait une pause. C'est pour ça que ça fait mal. La vulnérabilité dans ma voix a changé l'atmosphère. Ce n'était pas de la rage. Ce n'était pas un spectacle. C'était une trahison mise à nu. Les épaules d'Éléonore se sont légèrement affaissées. Tu déclinais, a-t-elle insisté doucement. Tu as oublié le dîner d'anniversaire de Claire. Je me suis trompé de date, ai-je répondu. D'un jour. Tu as laissé la cuisinière allumée. Pendant 3 minutes. Tu m'as fait peur, a-t-elle dit plus fort maintenant. Tu m'as fait peur parce que j'ai vu mon père sombrer dans la démence. J'ai vu ma mère tout perdre parce qu'il refusait de planifier. L'assemblée s'est à nouveau agitée. Elle était là. La peur, brute et non filtrée. L'espace d'un instant, la colère en moi a vacillé. J'aurais planifié avec toi, ai-je dit doucement. Tu n'avais pas besoin de me tendre un piège. Thomas est intervenu une fois de plus, la voix plus tranchante. Soyons pragmatiques. Même si vous arrêtez le transfert de ce soir, cela ne réglera pas le problème. Le conseil d'administration a des inquiétudes. J'ai souri faiblement. J'ai rencontré le conseil d'administration cet après-midi. Son expression a changé. Je leur ai présenté les documents concernant Horizon Bleu et vos comptes au Luxembourg. Une vague de chuchotements s'est répandue parmi les investisseurs présents. Vous, a commencé Thomas. Ils ont voté à l'unanimité la suspension de toute restructuration liée à votre cabinet, ai-je poursuivi. Avec effet immédiat. Sa confiance a finalement volé en éclats. Vous n'aviez pas le droit. J'en avais parfaitement le droit, ai-je répondu calmement. C'est mon entreprise. Le docteur Delorme a tenté une dernière parade. Tout cela est chargé d'émotions. Peut-être devrions-nous nous réunir en privé. Nous le ferons, ai-je dit. Avec nos avocats. Éléonore m'a regardé alors, non pas comme un adversaire, ni comme un co-conspirateur, mais comme quelqu'un qui avait mal calculé son coup. Je n'ai jamais voulu t'humilier, a-t-elle murmuré. Tu m'as humilié au moment où tu as dit que je ne m'en douterais pas une seconde. Ses yeux brillaient. Éléonore, pendant une fraction de seconde, m'a rappelé la jeune femme de cette église en 1993, celle qui croyait au partenariat, à la lutte, au fait de construire quelque chose ensemble. Et puis je me suis souvenu de la cabine d'essayage. Après demain soir, tout sera transféré. J'ai abaissé le micro. Je ne porterai pas plainte ce soir, ai-je dit doucement. Mais ça s'arrête maintenant. Je me suis tourné vers Robert, qui a hoché la tête une fois depuis le bord de la foule. Des copies de tous les documents ont été transmises à mes avocats, ai-je ajouté. Toute nouvelle tentative de me déclarer déficient sans évaluation indépendante sera considérée comme de la fraude. Le mot est tombé lourdement. Fraude. Éléonore a fermé les yeux. Les invités ont commencé à rassembler discrètement leurs affaires. Les conversations se sont fragmentées en spéculations étouffées. Le gâteau d'anniversaire trônait, intact, sur son présentoir en argent. 30 ans représentés par un glaçage blanc et un ruban bleu marine. Claire s'est approchée de moi lentement. « Papa » a-t-elle dit, la voix tremblante. « Pourquoi ne nous as-tu rien dit ?» J'avais besoin de preuves, ai-je répondu. Mathieu se tenait à côté d'elle, la mâchoire serrée. « Tu ne vas nulle part » a-t-il dit fermement. « Non » ai-je répondu. De l'autre côté de la pelouse, Thomas était déjà au téléphone, faisant les 100 pas. Le docteur Delorme s'est éclipsé discrètement. Éléonore est restée là où elle se tenait. Les lanternes vacillaient au-dessus d'elle, projetant des ombres mouvantes sur son visage. Je me suis avancé lentement vers elle. Nous nous tenions assez près pour sentir la respiration de l'autre. « Pourquoi ne m'as-tu pas parlé » ai-je demandé. Sa voix était toute petite maintenant. « Parce que tu aurais dit non. »« Oui » ai-je dit. Et j'avais peur de la suite, a-t-elle continué, de perdre le contrôle. Le mot était lâché à nouveau. Le contrôle. Pas l'amour, pas la sécurité. Le contrôle. Les membres du quatuor à cordes ont emballé leurs instruments en silence. Les traiteurs ont débarrassé les assiettes. Le lac reflétait la lune en morceaux brisés. Je ne signerai rien, ai-je dit doucement. Et je ne disparaîtrai pas en silence. Elle a hoché la tête faiblement.
Je sais, a-t-elle murmuré. J'ai reculé d'un pas. Je t'aimais assez pour te faire confiance, ai-je ajouté. Tu aurais dû m'aimer assez pour me parler. La distance entre nous semblait plus vaste que le lac. 30 ans qui se terminaient non pas par des cris, mais par une compréhension mutuelle, et parfois, c'est pire. Les invités sont partis par petits groupes. Des amas de conversations chuchotées dérivaient vers l'allée. Les portières des voitures se fermaient doucement, comme si la nuit elle-même exigeait de la douceur. Personne n'a élevé la voix. Personne ne s'est attardé pour le gâteau. La pelouse qui avait été décorée pour une célébration ressemblait maintenant au lendemain d'une tempête silencieuse. Les lanternes se balançaient toujours au-dessus des chaises vides. La banderole d'anniversaire flottait contre le chêne, affichant « 30 ans d'amour » en lettres d'or, ce qui semblait presque ironique maintenant. Je suis resté près de l'eau bien après que la plupart des invités soient partis. Derrière moi, je pouvais entendre Éléonore parler à voix basse à Claire. Je ne me suis pas retourné. Je n'avais pas besoin de le voir pour savoir que nos enfants posaient des questions qui n'auraient pas de réponse facile. Robert s'est approché discrètement. « Transfert bloqué », a-t-il dit à mi-voix. La banque a confirmé le gel. Bien. Vos avocats ont le dossier. S'ils tentent quoi que ce soit d'autre, vous êtes couverts. Merci. Il m'a étudié attentivement. Vous tenez le coup mieux que la plupart des gens ne le feraient. Je ne me sens pas mieux, ai-je dit. Il a hoché la tête une fois. C'est normal. Normal. Rien dans les dernières 24 heures ne m'avait semblé normal. Quand la dernière camionnette de location est partie et que le personnel a fini de débarrasser les tables, la maison a semblé caverneuse. Claire et Mathieu étaient restés. Nous nous sommes réunis dans la cuisine, la même pièce où Éléonore et moi avions autrefois débattu des couleurs de peinture, des districts scolaires et des prêts commerciaux. Maintenant, c'était un tribunal. « Maman », a dit Claire prudemment. « As-tu vraiment prévu de placer papa dans une résidence médicalisée ?» Éléonore était assise à l'îlot, toujours dans sa robe bleu marine, le maquillage légèrement estompé au coin des yeux. J'essayais de le protéger, a-t-elle répété, mais la conviction avait déserté sa voix. De quoi, a demandé Mathieu sèchement. De lui-même. Éléonore s'est tournée vers lui. Tu n'as pas vu ce que j'ai vu. Les oublis, la distraction. J'ai vu du stress, ai-je dit doucement. Elle m'a regardé alors, non pas sur la défensive, juste fatiguée. Tu n'as pas regardé ton père se détériorer, a-t-elle dit doucement. Tu ne lui as pas tenu la main pendant qu'il oubliait ton prénom. Elle était de nouveau là. La peur déguisée en prévoyance. Et donc, tu as décidé de sauter complètement l'étape de la conversation, ai-je demandé. Si je t'avais posé la question, tu aurais refusé. Parce que je ne suis pas déficient. Elle a inspiré brusquement. Peut-être pas encore. Les mots ont frappé plus fort que tout ce qu'elle avait dit ce soir-là. Mathieu a secoué la tête, incrédule. Il ne s'agit pas de peur médicale, a-t-il dit. Il s'agit de contrôle. Le silence a suivi. Éléonore ne l'a pas nié. La voix de Claire tremblait. Maman, est-ce que toi et Thomas? Non, a dit Éléonore rapidement. Trop rapidement. Robert m'avait prévenu de cette réaction. Il y a des preuves d'intrication financière, ai-je dit calmement. Et des honoraires de consultant. Sa mâchoire s'est crispée. Thomas a proposé des solutions, a-t-elle répondu. Tu étais réfractaire au changement. Tu ne voulais pas moderniser l'entreprise. Alors, tu m'as modernisé à la place. Claire a de nouveau couvert sa bouche. La cruauté de la chose ne résidait pas dans la violence. Elle résidait dans le processus. La paperasse, les clauses. Le remplacement progressif. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, a chuchoté Éléonore. Mais tu l'as fait. Mathieu s'est avancé, la voix ferme. Papa va passer une évaluation indépendante complète, a-t-il dit. Par quelqu'un qui n'est pas sur la liste de paix d'Horizon Bleu. Je suis d'accord, ai-je répondu immédiatement. Éléonore a légèrement tressailli. Je n'ai pas peur de la transparence, ai-je ajouté. Et toi? Son silence a servi de réponse. Le lendemain matin, la maison semblait vide. Claire et Mathieu étaient partis avant le lever du soleil,
promettant tous deux de revenir dans la semaine. Éléonore et moi étions assis aux extrémités opposées de la table du petit déjeuner. Pas de musique, pas de marque-place à arranger. Où allons-nous à partir d'ici, a-t-elle finalement demandé. Chez les avocats, ai-je dit. Elle a brièvement fermé les yeux. J'essayais de me préparer à l'inévitable. L'inévitable? Tu veux dire le fait de vieillir? Je vieillis, ai-je dit calmement. Toi aussi. Elle a eu un sourire sans joie. Je pensais que je pouvais gérer ça. Gérer ça. Pas traverser ça ensemble. Gérer ça. Je ne saurais pas gérer, ai-je dit doucement. Elle a hoché la tête. Je vois ça, maintenant. Le voyait-elle vraiment? Je me le demandais. À midi, mon avocat est arrivé. À 15 heures, les documents de divorce avaient été rédigés. Pas déposés, mais préparés. Pas par vengeance, par protection. L'équipe de Robert a continué à tracer les transactions d'Horizon Bleu. Les conclusions préliminaires suggéraient une structuration financière plus agressive qu'Éléonore ne l'avait probablement compris. L'ancien cabinet de Thomas faisait déjà l'objet d'un examen discret par les autorités de régulation. Le docteur Delorme, lorsqu'il a été confronté aux preuves, a immédiatement demandé à consulter un avocat. L'effondrement ne fut pas explosif. Il fut structurel, un lent démantèlement d'une tromperie soigneusement organisée. Ce soir-là, Éléonore a fait sa valise. Pas de façon dramatique, pas avec colère, méthodiquement. Je vais rester chez Claire quelque temps, a-t-elle dit. Je l'ai regardé évoluer dans la chambre que nous avions partagée pendant 30 ans. Chaque vêtement plié ressemblait à un chapitre qui se fermait. Allais-tu me le dire, ai-je demandé doucement. Elle s'est arrêtée. Je pensais qu'un jour tu me remercierais. Pour m'avoir effacé. Pour avoir protégé l'héritage. Notre héritage s'est construit sur le partenariat, ai-je dit, pas sur l'endiguement. Elle a fermé sa valise. Sur le pas de la porte, elle a hésité. Je t'aimais, a-t-elle dit. L'avait-elle vraiment fait? Ses yeux se sont remplis de larmes. Je t'aime toujours. Je n'ai pas répondu. Un amour qui se passe de consentement n'est pas de l'amour. C'est de la stratégie. Elle est partie juste après le coucher du soleil. Le lac reflétait une lumière orange alors que sa voiture disparaissait au bout de l'allée. Je suis resté seul dans le silence qui a suivi. 30 ans de décisions partagées réduits à une série de conversations juridiques. Je ne me sentais pas triomphant. Je ne me sentais pas vengé. Je ressentais quelque chose de plus calme, j'étais réveillé. L'effondrement ne m'avait pas détruit. Il avait révélé les lignes de faille que j'avais ignorées. Et parfois, la révélation est la seule façon d'avancer. Une année a le don de tout réorganiser. Pas de façon spectaculaire, pas d'un seul coup, mais discrètement, à travers la paperasse, à travers les espaces vides à table, à travers ces matins où l'on se réveille et où l'on tend le bras de l'autre côté du lit pour ne trouver que des draps froids. Cela fait 12 mois depuis la nuit de l'anniversaire. 12 mois depuis que les lanternes ont vacillé sur une célébration devenue une mise à nu. Le lac est toujours là. La maison est toujours debout. Le groupe Le Maître fonctionne toujours. Mais plus rien n'est pareil. L'évaluation neurologique indépendante est tombée 3 semaines après le départ d'Éléonore. Complète, impartiale, administrée par un spécialiste sans aucun lien financier. Les résultats étaient clairs. Aucune déficience cognitive, aucune démence précoce, une légère fatigue liée au stress, un vieillissement normal. Quand j'ai lu le rapport, je ne me suis pas senti victorieux. Je me suis senti soulagé, et curieusement attristé, car cela signifiait qu'il n'avait jamais été question de mon esprit. Il avait toujours été question de peur et de contrôle. Le divorce a été prononcé 8 mois après la fête. Il n'y a pas eu de scène de cri au tribunal, pas d'accusation dramatique, juste des avocats, des médiateurs et des signatures. Éléonore n'a pas contesté les preuves lorsque les conclusions de Robert ont été officiellement présentées. La holding Horizon Bleu a été dissoute sous la pression des autorités de régulation. Thomas Mercier a discrètement déménagé dans une autre région après que sa licence de conseiller a été suspendue dans l'attente d'une enquête. Le docteur Delorme a démissionné de son poste au conseil d'administration de l'hôpital et a réglé une plainte pour faute professionnelle à l'amiable sans admettre sa culpabilité. Les conséquences, comme la vérité, finissent toujours par faire surface.
Éléonore et moi avons partagé les biens équitablement. J'y tenais. J'ai refusé de laisser la fin tourner à la vengeance. 30 ans méritaient au moins cette dignité. Claire et Mathieu viennent souvent me rendre visite maintenant. Au début, leur conversation était prudente. Ils marchaient sur des œufs lorsqu'il s'agissait d'aborder le sujet de leur mère, le mot « trahison » ou le concept de vieillissement. Mais le temps arrondit les angles. Un soir d'automne dernier, Mathieu se tenait près du lac avec moi alors que le soleil plongeait sous l'eau. « Tu m'as fait peur ce soir-là » a-t-il avoué. À cause de mon discours? Parce que j'ai réalisé à quelle vitesse les choses peuvent basculer. Je croyais que vous étiez incassables tous les deux. Moi aussi. Il a hoché la tête. Je suis content que tu n'aies pas juste explosé. Tu as géré la situation. Gérer la situation. J'ai souvent repensé à cette expression. Je n'ai pas géré la situation parce que je suis fort. Je l'ai fait parce que la panique aurait complété leur récit. Si j'avais fait preuve de rage, ils auraient qualifié cela d'instabilité. Si j'avais pleuré publiquement, ils auraient invoqué une fragilité émotionnelle. Le calme était ma seule défense. Claire m'a demandé récemment si je pardonnerais un jour à sa mère. Je ne sais pas, lui ai-je répondu honnêtement. Le pardon n'est pas la même chose que l'oubli. Éléonore m'a écrit une fois. Une lettre manuscrite. Pas de jargon juridique, pas de stratégie. Elle a admis qu'elle avait été terrifiée en regardant son père décliner des années auparavant. Elle a admis qu'elle avait commencé à interpréter la moindre de mes petites erreurs comme la confirmation que l'histoire se répétait. J'ai pensé que si j'agissais la première, je pourrais contrôler l'issue, a-t-elle écrit. Contrôler. Le mot revient comme un refrain. Elle a terminé la lettre par une phrase qui est restée gravée en moi. J'ai oublié que le partenariat exige de la conversation, pas de la gestion. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que je la déteste, non pas parce que je veux qu'elle souffre, mais parce que j'essaie encore de comprendre ce qu'il reste. Ce qu'il reste, c'est ceci. Je ne suis pas diminué. Je ne suis pas fragile. Je ne suis pas quelqu'un qu'on transitionne discrètement vers l'insignifiance. Vieillir ne signifie pas renoncer à son autonomie. Aimer ne signifie pas renoncer à son libre arbitre. Et la peur, aussi bien intentionnée soit-elle, ne justifie pas la tromperie. Il y a des soirs maintenant où je m'assieds seul sur le ponton avec un verre de vin. La maison derrière moi est plus silencieuse. Les routines sont plus simples. Je prépare des repas plus petits. Je laisse la lumière éteinte dans les pièces que personne n'utilise. Mais je respire aussi différemment, plus consciemment. Il y a une clarté à savoir que l'on a failli être effacé, et que l'on a repris sa propre place avant que cela n'arrive. Je repasse parfois la scène de la cabine d'essayage dans ma tête. Il ne s'en doutera pas une seconde. J'ai bien failli ne pas m'en douter. Cette réalisation me rend humble. La confiance est une chose magnifique, mais la confiance aveugle peut devenir une vulnérabilité. S'il y a une leçon que j'en retiens, c'est celle-ci. Le partenariat exige de la transparence. Le silence nourrit les suppositions. Les suppositions nourrissent le contrôle. Et le contrôle laissé sans surveillance peut se faire passer pour de la bienveillance. Je ne sais pas à quoi ressemble l'avenir d'Éléonore. Je ne sais pas si le temps transformera notre relation en quelque chose de plus doux. Une amitié peut-être, ou au moins de la courtoisie. Ce que je sais, c'est que l'illusion que nous avions construite ne pouvait pas survivre au secret. Et parfois, perdre une illusion vous sauve la vie.